Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ce forum, un forum au cours duquel on va s'intéresser à la politique de l'habitat de Nîmes Métropole avec autour de nous sur ce plateau, comme notamment Marie-Louise Sabatier, vous êtes vice-présidente de Nîmes Métropole en charge de l'habitat et du logement. À vos côtés, un autre vice-président de Nîmes Métropole. Je précise également, Marie-Louise Sabatier, que vous êtes également maire de Manduel. Un autre vice-président de Nîmes Métropole en charge de l'urbanisme et de l'aide à la pierre au sein de la collectivité. Vous êtes également adjoint au maire à la ville de Nîmes. Et là, vous vous occupez de l'urbanisme et de la rénovation urbaine. Donc nous avons deux spécialistes côté politique. Et puis en face de vous, un beau trio. De réunir comme ça, regardez, un représentant d'Un Toit pour tous, Jean-Paul Giral, son directeur. Un Toit pour tous, c'est un organisme d'habitat social. À vos côtés, qui fait le tampon, c'est Jean-François Gapillou. Vous êtes, vous, directeur pour le Languedoc de Urbis, qui est un promoteur privé. Mais on va le voir, qui met en place des opérations en partenariat avec des bailleurs sociaux. Et puis, autre bailleur social, Semiga, avec son directeur David Erdois. Merci à tous les trois également. L'habitat, c'est évidemment une préoccupation quotidienne pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. Le logement social aussi. On rappelle peut-être un chiffre, Marie-Louise Sabatier, combien de Gardois sont éligibles au logement social, je crois? On dit les 2 tiers. Les 2 tiers, hein, donc Jacques Perrotti, là encore, c'est très très important. Bien sûr, on connaît les grands ensembles, mais il n'y a pas que des grands ensembles aujourd'hui en matière de logement social. On va les découvrir au cours de cette émission. Je vous propose un premier reportage réalisé par la loi SRU. Il y a quelques jours, semaines, sont sorties les fameuses statistiques sur la loi SRU. La loi SRU, c'est une loi qui prévoit que les communes d'une certaine taille doivent proposer au moins 20% de logements en habitat social. C'est une loi contraignante parce que si on ne respecte pas ce quota, on paye une taxe, une surtaxe, et ça fait toujours mal au budget des communes. Évidemment, c'est parfois un petit peu compliqué. Alors, on connaît tous l'histoire de Neuilly-sur-Seine qui ne respecte pas ces 20%. Les respecte, je crois, largement, Jacques Perrotti. Tout à fait, nous sommes au-dessus, à 23%. À 23%, et il y a bien d'autres communes, notamment souvent des petites, qui sont très en retard, mais qui font des efforts pour combler ce fameux retard. Tour d'horizon avec Olivier Michel. Sur les 27 communes de Nîmes Métropole, 11 ont un taux de logements sociaux inférieur aux 20% préconisé par la loi SRU. 6 d'entre elles sont même en dessous de 3%. Afin de faire respecter la loi, la direction départementale de la mairie amende. Le montant de cette amende est calculé chaque année d'abord, et il est calculé en faisant une multiplication entre 2 termes. Le premier terme, c'est le déficit en logements sociaux, et le deuxième terme, c'est 20% du potentiel fiscal par habitant. Parmi les mauvais élèves de la métropole, Bouillargues, Générac, Poulx, Caveyrac, Clarensac, Garon, Manduel, Marguerite, Millau, Quessargues et Saint-Gilles. Mais sur ces 11, seules 2 d'entre elles ont dû cette année payer une amende. Il s'agit de Millau. Positif de la loi SRU dès sa création en 2000, alors que les autres communes de l'agglo l'ont intégré par la loi Dallot en 2008. Sont soumises à cette obligation d'avoir 20% les communes qui ont plus de 3500 habitants et qui sont dans l'unité urbaine, c'est-à-dire quand il y a une prolongation, une continuité urbaine. Ça, c'est depuis 2000. En 2008, on a rajouté les communes qui aussi sont dans la communauté d'agglomération. Donc, aujourd'hui et jusqu'en 2014, sont dans la continuité urbaine, c'est-à-dire que Millau et Quessargues. Avec un taux de logements sociaux inférieur à 10%, Millau a cette année dû payer 33 000 €. Quant à Quessargues, avec moins de 3%, la facture a atteint 41 000 €, soit plus de 10 € par habitant. Les habitants ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents que ça fait un impôt supplémentaire, une charge supplémentaire. Et pendant qu'on paie ces 38 000 ou ces 40 000 €, donc au détriment d'investissements qui pourraient rendre la vie des citoyens beaucoup plus agréable. Mais il faut faire avec, c'est la loi.
Une loi que la municipalité entend bien respecter, d'où la création du Clos des Maraîchers, un nouveau quartier de 5 hectares qui va accueillir une trentaine de villas, 18 pavillons et une résidence senior, de quoi augmenter le nombre de logements sociaux. Maintenant, avec la création du Clos des Maraîchers, nous allons en avoir 105 de plus, donc ça nous fera à peu près 180 logements sociaux que nous devrions avoir, puisque nous avons 1800 logements, on devrait avoir 360 logements sociaux. Mais mon équipe et moi-même travaillons justement à combler cet handicap et par le changement du poste en plus, de façon à avoir ces 180 logements qui nous manquent. Une transformation du POS en plus qui devrait offrir d'ici 2 ans 30 hectares constructibles vers la zone de Miremont et le stade. Une opportunité que ne possèdent pas tous les maires de l'agglo. Face à la raréfaction des terrains, un choix que les habitants ne cautionnent pas toujours. Du côté de Marguerite, l'association Marguerite Autrement, qui se dit elle contre l'urbanisation galopante, a déposé 3 recours au tribunal administratif afin que le champ de Foire ne soit pas urbanisé. Cette densification à la verticale, aujourd'hui, elle est obligatoire parce qu'on est dans une raréfaction de terrain. Mais par contre, on a besoin certes de logements sociaux, mais pas condensés sur un périmètre de 4000 m². Les communes de l'agglo qui, à l'instar de Marguerite, ont rejoint le dispositif en 2014 pour atteindre les 20% de logements sociaux sous peine d'amende. Une amende qui ne sera cependant pas à régler si la commune investit et développe des projets de construction. La loi est assez incitative, c'est-à-dire qu'elle permet à des communes qui investissent sur le logement social, par exemple en achetant des terrains et en le mettant à disposition des organismes HLM, cet investissement est déduit du prélèvement. Donc, si l'investissement est supérieur au prélèvement, par différence, la commune ne paye pas de prélèvement et elle a une avance pour l'année suivante. Une loi dure, mais une loi incitative, progressive. On a appris beaucoup de choses dans ce reportage. Donc on ne paye pas forcément cette surtaxe, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, cette pénalité. Mais dans tous les cas, il faut s'en préoccuper. On reviendra sur une série d'exemples qui ont été cités dans ce reportage. Ça vous inspire quoi, ce reportage? Vous n'êtes pas concerné pour l'instant, Marie-Louise Sabatier. Si, la commune de Manduel est concernée. Et logements supplémentaires. Alors vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire 400 logements en 3 ans. Donc la préfecture nous a donné, et je suis surprise donc que ça n'ait pas été évoqué dans cette interview, la préfecture nous a fixé un calendrier de rattrapage. Et pour la commune de Manduel, alors je suis navrée de parler de la commune de Manduel, mais c'est ce que je connais la mieux. Nous devons faire 20 logements par an pendant 20 ans. Donc nous avons une évaluation triennale et dans quelques jours, nous allons aller auprès de monsieur le préfet pour montrer notre volonté de continuer dans cette voie-là. Alors on a vu là les images, ça date de ce matin même, 8 juillet, avec la première pierre des persiennes. C'est un programme que vous venez de lancer avec un toit pour tous, 22 je crois logements, c'est ça. Donc c'est de la maison individuelle ou de l'habitat social comme on en fait aujourd'hui, c'est des choses assez séduisantes, avec une livraison prévue dans un an, je crois, 2012, printemps 2012, vous me confirmez. Ça s'est pas passé comme une lettre à la poste, cette affaire-là, Marie-Louise Sabatier? Non, parce que d'abord, pour pouvoir répondre à ces exigences, donc il a fallu nous modifier notre document d'urbanisme. Nous avons créé une ZAC multisite avec 30% de logements sociaux sur l'intégralité de la ZAC. Et tous les maires qui ont modifié leur document d'urbanisme ou qui ont savent que ça ne se fait pas facilement, qu'actuellement on manie facilement le recours ici, le recours là. Et ce sont autant de procédures qui sont très pénalisantes au niveau des échéances. Les documents de PLU aussi doivent répondre à des exigences en matière hydraulique.
très précautionneux, je ne dirais pas autre chose. Hein. Et puis il y a des tas de contraintes qui viennent se rajouter. Alors, ce matin, hein, je vous ai entendu, vous avez parlé effectivement, il y a ce problème du risque inondation. Il faut évidemment y faire attention. Hein. Il suffit de se rappeler de 1988 à Nîmes et puis encore plus récemment de quelques autres dates. Donc on sait que le terrain est particulièrement sensible. Donc il faut trouver des terrains qui soient à l'abri de ce risque-là. Ensuite, il y a la dimension environnementale, les oiseaux, voilà. Notamment. Soit en zone de loutarde, il ne faut pas... Et puis il y a toutes les fouilles, hein, les fouilles archéologiques. Bon, lorsqu'on a la chance ou la malchance, je ne sais pas comment il faut appeler ça, d'être dans un secteur qui est intéressant pour les archéologues. Qui a été habité depuis des millénaires par de grandes civilisations. Alors donc là, on a droit à des fouilles qui sont très longues aussi et qui sont onéreuses. Et quand on a passé ces étapes-là, eh ben, il reste les recours. Voilà, des opposants. Plus ou moins radicaux, des opposants, plus ou moins argumentés. Regardez, tiens. À cette pose de première pierre, Jean-Paul Fournier, président de Nîmes Métropole, les recours, il en connaît un bout. Oui, je crois que tous les maires. Il y a deux complexités. D'avoir la maîtrise foncière, c'est plus compliqué, je dirais, c'est ce qui s'est passé ici à Manduel, où la mairie a bataillé avant d'avoir les autorisations de la maîtrise foncière. Et puis après, c'est la volonté des élus de pouvoir effectivement construire du logement social dans leur commune, ce qui n'est pas évident effectivement. Donc c'est une bataille de reconnaître que depuis la création de Nîmes Métropole, certains maires n'avaient pas de logements sociaux. Il en reste encore quelques-uns, je ne les citerai pas, mais effectivement, il faut qu'on arrive à convaincre les uns et les autres que le logement social, c'est pour recevoir des jeunes couples, des personnes âgées, des jeunes qui n'ont pas les moyens de pouvoir avoir une première maison ou un premier appartement à eux. Des recours, il y en a dans tous les domaines, malheureusement. Bon, ça fait partie de nos... Alors c'est souvent d'autant plus gênant quand c'est des logements sociaux, que c'est pour abriter, j'allais dire, ceux qui ont les plus petits salaires, les plus bas salaires, ceux qui ont des problèmes dans la vie. Et ça, c'est encore plus regrettable que sur d'autres dossiers, puisque des recours, il y en a dans tous les dossiers et j'en sais quelque chose. Donc effectivement, c'est regrettable qu'on puisse faire des recours quand on fait une démarche comme aujourd'hui pour recevoir du lien social, des gens qui ont besoin de se loger. Ça, c'est vraiment regrettable. Complexe, hein, le foncier, on ne va pas forcément s'étendre sur cette affaire de recours, hein, vous l'avez dit, tous les maires, et Jean-Paul Fournier l'a dit, sont confrontés dans des sujets divers. En matière d'habitat, ben, c'est parfois bien regrettable, mais c'est comme ça fait partie de la loi, les choses doivent être respectées. La maîtrise du foncier, c'est quand même un élément essentiel, il faut qu'il y ait des terrains disponibles. Il faut qu'il y ait des terrains disponibles. Alors l'idéal, bien sûr, c'est de fonctionner avec une ZAC, puisqu'à ce moment-là, on a du fait même de la création de la ZAC, du foncier qui est dédié au logement social. C'est un petit peu difficile, donc Nîmes Métropole a voulu aider les différentes communes, les différents maires, et a fait une prospection foncière et a essayé de faire un repérage de tous les terrains susceptibles d'être acquis en vue du logement social. Donc ce document est à la disposition des maires, de même que tous les outils de règlement urbanistique qui permettent les acquisitions foncières. 2014, vous savez que vous ne tiendrez pas l'objectif, là, tel qu'on l'a compris tout à l'heure en matière de 400 non, c'est évident, oui, ça c'est évident. Là, ce sont les premiers que vous allez faire, ou je me trompe, non? On a eu une livraison à la fin de l'année, donc d'un programme aussi qui est hors ZAC. Et puis, bon, à partir de maintenant, on va avoir des programmes successifs et multiples. Évident qu'on ne peut pas... Vous pensez qu'en 2014, vous en serez à combien? Vous aurez fait la moitié de l'objectif, le tiers? Non, je pense que je serai dans les 60 qui m'ont été... 60, bon, si j'en ai 80... 80 oui, pour 400 qu'il faudrait, faire. Je pense qu'il faut 20 ans. Monsieur Perotti ne peut pas vous en transporter quelques-uns avec les déménageurs de l'extrême, non? Sans problème.
C'est peut-être un peu compliqué. On va marquer une première courte pause parce que tout ça est un petit peu compliqué, donc on va essayer de le faire. On se retrouve pour continuer justement sur l'habitat social. À tout de suite. La ville de Lunel vous donne rendez-vous du mardi au dimanche de 7h30 à 13h pour découvrir les produits locaux. Venez découvrir notre terroir, mais aussi déguster nos produits et rencontrer les producteurs de la région dans les Halles, cœur Gabriel Péry. En habillement divers, mais également faire la connaissance de nos fleuristes professionnels. A bientôt à Lunel. Vous faites comment pour qu'ils vous suivent? Devenez vous-même. Depuis 20 ans en ville active, Confort Nuit, le spécialiste de vos nuits, vous propose les plus grandes marques de literie et en exclusivité Tempur, Club Line d'André Renault et Impérial de Tréca. Confort Nuit, votre conseil en literie, cours Jean Monnet, ville active à Nîmes, au 04 66 84 04 44. L'habitat social au cœur du forum ce soir avec, vous l'avez compris, des difficultés pour les élus. Il faut d'abord qu'ils en aient la volonté, visiblement de plus en plus. Ils ont cette volonté. Les professionnels de l'habitat social leur proposent des constructions de plus en plus modernes, adaptées au monde d'aujourd'hui. Encore faut-il maîtriser le foncier, passer les étapes environnementales, les fouilles archéologiques, pourquoi pas. Et puis derrière, avec vous, David Erdouin, pour la Sémiga, vous à Bouillargues. Je crois qu'on va voir quelques images d'ailleurs à Bouillargues d'un programme, là encore, d'habitat social. À Bouillargues, les recours sont terminés, on imagine, mais vous êtes passé à travers différentes étapes. Hein. Exactement. Donc, ce projet, donc, en est l'exemple. Hein, donc, en effet, la volonté politique de faire du logement social lié. Et Bouillargues fait partie des communes qui a besoin de rattraper la loi. Exactement. Donc, on est dans ce cadre-là. Donc, la volonté politique y est réellement. La problématique, c'est en effet les... Donc, Bouillargues en est l'exemple. Hein, on a eu un recours sur ce projet de 21 logements, au même titre qu'un projet donc, sur l'Anglade qui est complètement dépourvu de logement social à l'heure actuelle. Hein, un beau projet de 30 logements qui est également sous recours. Donc, on attend en effet l'issue de ce recours pour pouvoir à proprement commencer le chantier. Alors, bon, celui de l'Anglade, vous ne pouvez peut-être pas le commenter, puisque je crois que c'est encore chez le juge. Exactement. Hein. Sur Bouillargues, vous l'expliquez comment ces recours? Est-ce qu'il y a, parce qu'on l'a connu quand même, il ne faut pas se raconter d'histoire, est-ce qu'il y a parfois chez certains riverains justement d'avoir des gens qui sont de l'habitat social? Non, enfin moi je ne pense pas que ce soit tant ça, comme l'a dit Madame Sabatier tout à l'heure. En effet, on est vraiment dans le cadre de densification de centres urbains, donc il faut en effet trouver des fonciers. Les fonciers sont de plus en plus rares, donc l'objectif c'est bien de densifier en fait ce qui existe déjà avant d'ouvrir déjà d'autres fonciers. Donc c'était clairement le cas sur Bouillargues où en effet on était dans du centre ancien. On a souhaité en fait densifier le foncier pour faire 20 logements, mais en effet
quelques villas plutôt agréables avec des piscines, donc en effet ils n'ont pas forcément envie. Un refus de voir des immeubles. Voilà, alors bon, on est conforme à la réglementation, donc pour le coup on n'a pas été obligé nous de demander au maire une modification du poste ou du PLU. On est conforme à la réglementation en vigueur, mais néanmoins on peut comprendre que des riverains qui ont un cadre on va dire plutôt agréable, se voient en effet à côté d'un bâtiment collectif, si ce n'est même plus agréable ou agréable ce bâtiment, mais quoi qu'il en soit, créer une nuisance, donc ça on peut l'entendre. On peut l'entendre. Puis vous êtes concerné au premier chef par un des exemples que l'on avait dans le reportage, c'est à Marguerite. Là encore, alors c'en est où là exactement les recours? Les recours existent encore, hein, donc je ne peux pas effectivement trop en parler, mais je rejoins un petit peu l'analyse, pas de mon confrère social, on va dire, sur que c'est pas forcément contre le logement social, c'est effectivement plus pour une réflexion de densité en centre-ville, alors que la mairie de Marguerite essaye de gommer les poches. Et là, c'était l'exemple d'un partenariat entre guillemets social et privé. Parce qu'on peut le redire, hein, donc votre voisin de gauche, pour vous, Un Toit pour tous, fait partie de l'opération. Hein. Tout à fait. Et donc il y a de l'habitat social et de l'habitat plutôt pour de l'accession. Pour de l'accession avec de la maison de la primo-accession, de la maison individuelle et du collectif. Donc c'était un projet global, ensemble, avec des voiries communes, des jardins communs, en centre-ville de Marseille. Ça avancera de toute façon, j'espère, dans la mixité la plus totale. C'est-à-dire on était arrivé à avoir de la maison T3, de la maison T4, du petit logement, du grand logement et Un Toit pour tous, avec le même schéma d'ensemble, le même architecte aménageur pour faire un programme très cohérent, avec des commerces qui arrivaient, donc tout se mettait en place. Alors je poursuis mon tour de table, Un Toit pour tous. Peut-être déjà vous resituer, repréciser Un Toit pour tous. Vous êtes sur la région? Nous sommes la première société HLM privée, donc avec le statut de société anonyme de la région Languedoc-Roussillon, avec 7000 logements en gestion. Il y a des bailleurs plus importants, mais ce sont des bailleurs publics. Oui, bien sûr, ce sont les offices publics, souvent émanation directe de collectivités locales. Donc ici, par exemple, Habitat du Gard, ou ACM, voilà, etc. Tout à fait. Filiale du groupe Caisse d'Épargne, qui nous a doté des moyens de production de l'ordre de 300 logements par an. 300 logements nouveaux par an. Le plus grand frein, on a parlé des recours, c'est pas au niveau du foncier que c'est le plus difficile? Il y en a plusieurs. C'est un des facteurs. L'accès au foncier à prix raisonnable, puisque face à un propriétaire qui cherche le plus faire du offrant, social, il faut que ce ne soit pas trop coûteux à la source. Il y a l'équilibre des opérations qui pose aujourd'hui un vrai problème. Comment réaliser les immeubles en tenant dernières normes en matière d'habitat. On parlait de Manduel tout à l'heure, ce sont pour nous les premières villas que l'on construit en BBC, donc dans le jargon bâtiment basse consommation, parce que le loyer c'est important, mais demain le coût de l'énergie et la charge ça sera le plus important et le plus dramatique. Et après le troisième facteur qui à mon avis et à mon sens un des plus importants, c'est effectivement la population qui va occuper ces logements, et notamment parce que tout le monde en parle de mixité, c'est quel parcours résidentiel on propose à des gens qui débutent dans la vie, qui n'ont pas les moyens d'accéder à la propriété, donc qui vont être locataires pendant un certain temps, mais auront-ils les moyens d'accéder à la propriété? C'est l'accession sociale. Et puis, si possible, chacun d'entre nous ayant sa propre vie, de pouvoir pleinement aspirer au rêve d'être propriétaire. Voilà les trois contraintes que l'on doit respecter aujourd'hui sur le 300 nouveaux logements par an, alors les chiffres c'est toujours un peu difficile à cerner. On sait que globalement au niveau national, certainement au niveau régional, on est en retard par rapport aux besoins. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on va vers quelque chose qui se rapprocherait du besoin fondamental? Il y a deux facteurs qu'on oublie dans cette région. Le chiffre national, d'abord il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas une région industrielle
racines dans l'industrie. Beaucoup de main-d'œuvre avec des salaires modestes. Donc on a ce retard historique lié à notre géographie économique. Le deuxième qu'il ne faut pas oublier, c'est les revenus de notre région. La région attire beaucoup de monde, mais c'est aussi une des régions où les revenus moyens sont les plus faibles. Donc quand Madame Sabatier vous dit 2 Gardois sur 3, et on peut l'étendre à la région, 2 Languedociens sur 3 ont des revenus qui leur permettent d'être éligibles au logement, avec le parc social qui n'est que 10%, qui n'est qu'à 10,4% du parc immobilier régional. Et là, on a une vraie inadéquation entre la demande de gens qui sont aux portes de nos commissions d'attribution et la réalité de l'acte de construire. Voilà, ça c'est un vrai problème. Et Jacques Perrotti, il faut rajouter là-dessus qu'une partie du parc existant, les fameux 10%, est un parc ancien et pour lequel des choses ont été engagées dans le cadre. Mais du coup, ça veut dire qu'une partie de la production neuve sert à remplacer de l'ancien. Tout à fait, puisqu'il y a la loi du 1 pour 1, puisqu'avec l'ANRU, tout logement démoli devait avoir en face un logement reconstruit. Donc effectivement, s'il y avait au niveau de l'ANRU 970 logements à démolir, il fallait en proposer 970. Et là actuellement, nous avons identifié, construit et pratiquement le 1 pour 1 respecté. Mais je voudrais juste faire une petite remarque par rapport à ce qu'a dit Jean-Paul Girard sur le nombre de logements. On produit 10% de logements sociaux, enfin il y a 10% de logements sociaux, alors qu'il y a en gros plus de 70% qui sont éligibles. Mais ça ne veut pas dire qu'il faudrait faire 70% de logements sociaux. C'est ça qu'il faut bien faire attention. Je sais que on est tous des convaincus, mais il y a un raccourci qu'il ne faut pas faire. Les 70% de la population a droit, serait éligible au logement social, mais il n'y en a pas 70% qui le demandent. Mais une partie peut aussi aller vers le marché privé, si tant est que le marché privé reste accessible. Mais la preuve, c'est qu'ils y vont, sinon ils seraient dans la rue, ces gens. Si au niveau national, c'est, mettons, je ne connais pas le chiffre, mais ça pourrait être 17. Bon, non, mais de gens qui sont éligibles au logement social, bon, on va dire, mettons la moitié. On va dire la moitié. Bon. Eh bien, c'est pas pour autant qu'il y a 50% de logements sociaux. Les gens sont logés. On ne va pas construire demain, 70% des gens ne seront pas logés en HLM. Est-ce que, justement, le fait de produire de façon forte du HLM, du logement social, est-ce que ce n'est pas une façon aussi de un peu limiter la pression sur... Oui, nécessairement, si on produit du logement social, et je crois que l'exemple d'un toit pour tous, c'est un très bon exemple, c'est que ce qui pénalise et qui a longtemps pénalisé les communes et les élus, c'est l'image du logement social d'il y a 30 ans, 40 ans, qui avait une image, aussi bien une image architecturale qui passait mal, et maintenant, la meilleure preuve, c'est que les bailleurs sociaux, et y compris Habitat du Gard, qui est le bailleur social qui est le plus un peu en difficulté, si vous voulez, pour la production, ils se mettent à faire une voie d'achèvement. Donc ils font construire par les autres, ce qui veut dire qu'on arrive à avoir la même production que pour de l'accession privée. Et ça, c'est très important. C'est que dans une avenue, quand vous passez sur le Jean Jaurès, par exemple, je ne suis pas sûr que tout le monde puisse identifier les logements sociaux. Et ça, c'est très bien. On n'a pas besoin d'identifier le logement social quand on se promène dans une rue. Voilà. Et ça, la mixité passe aussi par là. Et c'est un point très important. Donc la mixité passe par le fait de fondre le logement social au milieu du logement. C'est important aujourd'hui de ne pas recréer ces quartiers dortoirs, ces cités dortoirs. Il ne faut surtout pas les recréer, surtout pas. La construction idéale serait de dire que, par exemple, dans un logement, dans un immeuble de 40 logements, il y a par exemple 15 logements sociaux. Alors vous faites 3 cages d'escalier, on peut imaginer, parce que, quoi qu'il en soit, il faut quand même que, dans un immeuble, celui qui a payé son appartement au tarif du coût normal, soit un petit peu différent l'appartement. Je ne sais pas, dans la peinture de l'escalier, je ne sais pas qu'est-ce qui fera la différence, mais il y a une petite différence. Donc si dans un même immobilier, dans un même immeuble, vous avez des cages d'escalier séparées, qui sont dans le même immeuble, il n'y a pas de différence, et après chacun a une prestation un peu différente. Et ça, c'est la véritable mixité. On revient sur l'ANRU au niveau de Nîmes. Vous disiez, vous en êtes pratiquement en 1 pour 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça y est, le programme est terminé? Non.
Ça veut dire qu'on a des démolitions qui sont faites, on a des démolitions. La loi nous obligeait d'abord à identifier, à dire, bon oui, vous en démolissez, mettons 300, il faut nous dire où sont les 300. Et là maintenant, avec les services de Nîmes Métropole et de la ville, on a pu identifier au foncier près toutes les opérations que nous allons produire d'ici 2013, puisqu'il faut que nous l'ayons fait d'ici 2013. Et ça maintenant, nous sommes calés. Je crois qu'il nous en manque en fait réellement encore une trentaine, mais parce que on avait par exemple sur les archives départementales qui sont sur Jean Jaurès, il y avait une opération sur laquelle l'habitat du Gard devait n'a pas été démoli parce qu'il y a eu un recours, vous voyez qu'on parlait de recours, bon, c'est pas forcément mal, mais disons qu'il y avait 30 logements sociaux qui étaient prévus dans cet immeuble-là, qui ne se feront pas, donc il faut que l'on identifie un autre foncier pour faire les 30 logements sociaux. Mais il sera identifié, ils seront faits. Quand ce programme de Landru est terminé, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est fini, on passe à autre chose, on s'occupe de, j'en sais rien moi, du sport, du tourisme, ou on remet ça parce que finalement il y en a encore du boulot? Landru ne pour une simple raison que sur la ville de Nîmes, au niveau ANRU, nous avons 2 quartiers, Val-de-Gour et Chemin-Bas d'Avignon. Chemin d'Avignon, c'est le plus avancé, sur lequel on a eu le plus de résultats. Et l'ANRU nous a demandé, il y a déjà au moins 3 ans, de faire un avenant pour intégrer le quartier de Pissevin. Pissevin, c'est 12 000 habitants, c'est presque aussi gros que Saint-Gilles. Et avec une grosse difficulté, c'est-à-dire qu'il y a 50% de logements sociaux et 50% de copropriétés. Copropriétés qui sont en train de se dégrader. Et tout ce quartier est plein comme un... Il faut commencer par assurer de la vacance. C'est-à-dire qu'il faut libérer des logements, il faut petit à petit proposer des gens à se reloger ailleurs. Et donc, voilà, il faudra intervenir sur ce quartier, qui est un quartier qui devient très lourd. Je me tourne vers ces messieurs de l'habitat social. David Erdouin, on a eu droit, il y a quelques mois, à une rébellion des bailleurs sociaux contre une taxe, une nouvelle taxe. Votre collègue opine, là, une nouvelle taxe. Alors, je ne sais plus quel était le taux de cette taxe, mais soi-disant, et votre ministre de tutelle, qu'il y avait des fonds un peu cachés dans les caisses des uns et des autres. Si tiens, je vais aller taper dedans. Il y a eu une grosse rébellion, ça en est où? On vous a pris votre argent? Vous avez plus d'argent pour construire? Non, alors concernant la Sémiga, on est un petit peu hors de cette volonté politique, à savoir que nous, on a une volonté très forte de développement. Donc en effet, on engage énormément de nos fonds propres dans les opérations. En fait, sauf erreur de ma part, la volonté politique était justement de créer un dynamisme au niveau des bailleurs sociaux pour développer que les bailleurs ont des petits trésors de guerre et investissent dans le logement social plutôt que obliger les bailleurs. Voilà, ça c'était le discours du ministre, mais beaucoup de bailleurs disaient ah mais non pas du tout, c'est de l'argent que l'on a, c'est nécessaire pour je sais pas la rénovation, etc. Nous très sincèrement on a été très peu touchés par cette taxe. Voilà, toi pour tous. Idem. Non, le principe qui a choqué le monde de l'habitat social, c'est que cette taxe vient s'imposer à nous, alors selon effectivement mais elle vient directement se financer sur les seules recettes que nous avons, c'est les loyers de nos locataires. Ce qui nous a semblé collectivement quand même un non-sens au moment même où l'effort dans notre région. Et en fait, la loi voulait justement qu'il y ait des transferts de fonds propres de régions moins tendues, je pense à la Creuse, je pense à la Lozère, vers des régions très tendues où les besoins sont majeurs. Et justement, dès qu'on n'a pas des niveaux de foncier abordables. Donc c'est un peu la fronde. Cette taxe, elle touche les bailleurs de manière très inégale. Ceux qui font l'effort de construction ne seront pas taxés. Un toit pour tous, je crois que ça sera 0. Mais il y a un effet pervers, il y a un deuxième cliquet qui est sur la capacité de gestion. Au bas mot, c'est entre 80 et 100 000 euros pour un toit pour tous, à comparer avec des taxes de 3 5 millions de chiffre d'affaires. Ça restera raisonnable. Ça reste
notre contribution minimale à l'effort qu'a souhaité l'État. À l'effort budgétaire de l'État. Et on comprend qu'il est difficile, l'exercice budgétaire de l'État. Allez, on marque une nouvelle courte pause. On se retrouve, on va parler d'autre chose que d'habitat social. Mais vous allez voir, il y a d'autres formes d'habitat proposées, notamment ce que fait Habitat et Humanisme. À tout de suite. Des requins? Mais non, voyons, soyons copains. Les défenseurs de la mer donnent à voir et à savoir au Siquarium Gros du Roi. Votre solution anti-crise Resto Malin édition printemps-été vient de sortir. Pour cette édition, ce sont encore plus d'offres qui vous sont proposées et toujours pour un resto ou une sortie achetée, c'est la même prestation qui est offerte. Achetez dès maintenant la nouvelle édition printemps-été au prix inchangé de 20 € chez les restaurateurs participants ou par courrier à l'adresse suivante, Athanor Sud, 7 rue de... Plus d'infos sur le site www.restomalin.com. Resto Malin, pour sortir à moitié prix en période de crise, on n'a jamais vu aussi malin. Vincent Ribera Organisation vous présente cet été à Beaucaire, Chevalier du Fiel, Roland McDan, les superstars du catch, à Alès, Noël Perna, à Agde, Compagnie Segundo, Roland McDan, Gérald Dahan, à Palavas, Moscato, Chevalier du Fiel, Canteloup, Noël Perna, au Gros du Roi, Chevalier du Fiel, Patrick Fiori, à Arles, le best-of des Chevaliers du Fiel. Les artistes réunis par Vincent Ribera vous attendent du 6 juillet au 13 août. 1 juillet, rendez-vous à Arles pour les escales du cargo avec Jamel Debbouze, Célassou, Mademoiselle K, Brian Ferry, Catherine Ringer, Ruder et Dorfmeister, Indy Zara et d'autres encore. Les escales du cargo du 19 au 24 juillet, Théâtre Antique d'Arles. Pour vous, c'est quoi la confiance? Devenez vous-même. Un forum consacré à l'habitat dans la métropole nîmoise avec nos invités, bailleurs sociaux, promoteurs et puis nos deux élus vice-présidents de Nîmes Métropole en charge justement de ces problématiques d'habitat. On a passé une longue partie de cette émission sur l'habitat social, la difficulté de sortir des nouveaux produits, d'élargir l'offre. On va tourner un petit peu cette page-là et on va se rendre compte qu'il y a qui sont proposés. Tenez par exemple ce que fait la Semiga, c'est toujours à Bouillargues. Il s'agit de résidences seniors. Vous allez nous expliquer, David Erdouin. Voilà, c'est quelque chose qui est mis en place. Ce n'est évidemment pas une maison de retraite. Les personnes sont parfaitement autonomes. Exactement, exactement. Mais elles ont droit à un service particulier. Donc le concept de ce projet, c'est en effet pouvoir loger donc, des personnes âgées avec des ressources assez faibles. On a essayé, nous, d'adapter au maximum les logements. Donc on est sur des prestations type douche à l'italienne, volet roulant électrique, eau chaude sanitaire solaire pour essayer en effet de réduire les charges au maximum, de l'isolation par extérieur dans cette même esprit. On est dans du basse consommation déjà? Alors on pourrait être labellisé, alors c'est pas une volonté de la Semiga de forcément communiquer énormément sur ce type de produit, mais en effet c'est une résidence qui a été livrée en 2010 et qui aurait pu en effet fait l'ensemble des démarches pour, mais on n'est pas été labellisé. Néanmoins, sur ce projet, donc le concept, c'était, et nous ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans notre patrimoine, on a entre 30 et 40% des personnes qui ont plus de 60 ans, donc une grosse problématique au niveau des personnes âgées. On a de plus en plus de demandes d'intervention pour ces personnes âgées pour adapter leur logement. Donc vous vous êtes dit peut-être construire des logements déjà adaptés plutôt que d'avoir à refaire dans l'ancien. Exactement, donc nous on avait une problématique en effet
chose qu'on ne souhaitait pas au sein de la CEMIGA, à savoir avoir des logements au R+2 adaptés pour tel type de personnes, au R+1 pour tel type de personnes. Donc notre souhait en effet a été d'adapter en fait et de réaliser une résidence complètement pour personnes âgées, source assez faible et donc de loyers assez faibles. On est sur des loyers résiduels entre 30 et 200 euros pour donner l'ordre de grandeur. Donc en effet on est sur la cible qu'on souhaitait. Donc on n'est pas sur le style seigneurial où en effet les prix ne sont pas du tout ceux qui sont pratiqués par la CEMIGA. Alors il y a des populations comme ça, hein, différentes cibles, certaines particulièrement sensibles, particulièrement en difficulté. C'est l'objet d'une association comme Habitat et Humanisme qui met en place des maisons relais. Et nous nous sommes rendus à celle de Marguerite, un reportage de Franck Chassagnon. Ah ben moi j'ai vécu presque 19 ans dans la rue. C'est la vérité. De ce bâtiment, Étienne a traversé des périodes difficiles dans sa vie. Sans domicile fixe, après avoir vécu dans la rue pendant de nombreuses années, il est depuis 1 an et demi logé ici, dans l'une des 3 maisons relais de l'agglo. Aujourd'hui, la reconstruction des personnes, à partir du moment où les accidentés de la vie, comme on dit, ont besoin de se restructurer, de se ressourcer, il faut bien qu'ils arrivent à un moment à se poser quelque part. Et les maisons relais sont un lieu idéal pour ceux qui veulent essayer de se reconstruire, dans le cadre de l'accompagnement que nous faisons avec eux. Donc il sent ici qu'il est revenu en confiance, il a confiance dans des personnes qui vont le conduire petit à petit, donc dans tous les services où il va falloir qu'il demande des choses pour arriver donc à retrouver dans un premier temps ses droits et bien sûr aussi ses devoirs. Récemment rénovée, cette résidence installée près du centre-ville de Marguerite est plus Habitat et en France propose un toit et aussi de nombreux autres services. Objectif, faire en sorte que les résidents... Beaucoup d'aides, c'est question par exemple pour faire les démarches, que ce soit pour trouver un appartement, que ce soit pour les papiers, si on a du mal à remplir des dossiers, tout ça. Et les personnes, franchement, ils s'occupent vraiment bien de nous. Si on a besoin d'un conseil, ils sont là pour nous écouter et nous entendre. Pour l'instant, bon, c'est pas prévu que je parte parce que c'est trop tôt. Hein, je n'ai pas envie de retomber plus bas. Mais par la suite, mon projet, c'est de partir d'ici, de laisser la place à quelqu'un qui le mérite aussi. Et construire ma vie. Disponible en maison relais 60 sur l'agglomération de Nîmes. Si la capitale gardoise est assez bien équipée, la Fédération Habitat et Humanisme du Gard envisage de construire ou de réhabiliter une autre maison relais au sud du département, car les demandes sont de plus en plus importantes sur ce secteur. Voilà, Habitat Humanisme en action du côté de Marguerite. Je crois qu'il y a d'autres opérations également prévues dans les mois qui viennent sur l'agglomération de Nîmes. Marie-Louise Sabatier, non? Non, il y a des projets, mais rien encore d'affiché officiellement. Il y en a une réalisée sur Nîmes. Voilà, il y en a déjà une Humanisme, également sur Nîmes. Hein. Une vingtaine de logements qui marchent très très bien d'ailleurs. Qui avait posé des problèmes parce qu'on avait eu j'avais été présenter ce dossier aux riverains, aux gens du quartier qui avaient très mal réagi. Et maintenant, ça se passe remarquablement bien. Il y en a même qui vont prendre boire un petit coup de temps en temps avec eux dans cette structure-là et ça se passe très très bien. Comme quoi, arriver à surmonter ces étapes-là. Voilà, si cette émission peut y contribuer. Modestement, ce sera une petite chose de faite. On a parlé donc des personnes en grande difficulté. Il y a d'autres catégories de personnes qui, dans leur parcours, hein, je crois que vous appelez ça le parcours de logement, parcours résidentiel, voilà, j'ai essayé de retrouver votre vocabulaire, qui sont dans la phase qui est dite d'accession, voire de primo-accession. Jean-François privé, donc c'est bien de vendre à des investisseurs, la loi Cellier, tout ça, c'est formidable, mais il faut essayer de ne pas se couper de cette population-là, des primo-accédants. D'autant que la loi Cellier peut-être a effacé la notion d'habitat d'accession, et c'est pas parce qu'on fait de l'accession, on va dire, à des primo-accessions qu'il faut une architecture différente. Donc c'est ce qu'on essaye un petit peu de faire en tant que promoteur privé, c'est de faire des programmes, à dire, de qualité avec une architecture qualitative, une recherche bien sûr tout en maintenant les coûts de production
Et la première base du coût de production étant le coût du foncier, et puis ensuite les prix de construction. Et en plus, quand on se trouve dans le cadre d'une zone en rue, hein, c'est le cadre d'un programme qu'on a aujourd'hui sur Nîmes, Carré Saint-Dominique, qui nous permettent aujourd'hui, dans le cadre donc de l'accession, on va dire, en zone en rue avec une TVA à 5,5, d'avoir des prix d'acquisition qui sont moins chers, entre guillemets, qu'un loyer. Il suffit de venir vous voir et vous dire je suis primo-accédant, type de formule. Il y avait quelques façons de détourner le système. On se déclare primo-accédant, puis on revend rapidement le logement derrière. Non, la zone en rue, c'est déjà le principal critère, c'est le critère de revenu. Hein, dans le critère de revenu, dans ces critères, il y a à peu près 65% de la population qui rentre pour avoir une accession en TVA 5,5. Hein, donc, à partir de là, avec une TVA plus réduite, donc ça fait 15% par rapport à 19,6. Déjà qu'on est dans des prix relativement bas, ça permet là aujourd'hui d'avoir des prix très attractifs au niveau de l'accession, sans avoir un produit différent sur le plan qualitatif ou en termes d'architecture. Et Jean-Paul Giral, pardon, un toit pour tous. À un moment donné, on a beaucoup parlé de la revente d'une partie du parc des HLM, du parc des bailleurs sociaux, pour justement des primo-accédants. J'ai bien aimé le terme, donc on va le décliner. Le triptyque, c'est qu'il faut pouvoir offrir. Dans l'ordre et dans le désordre, c'est du locatif, parce qu'on n'a pas les moyens d'accéder à la propriété. C'est au niveau des communes de l'extension urbaine, mais si possible, et c'est là où on essaie d'apporter des réponses, une rénovation de centres anciens. Je pense toujours à la rue des Tanneurs, qui est pour nous une belle réussite sur la ville de Nîmes. Donc reconquérir les centres-villes, hein, puisse avoir tous les services. Et puis la partie accession sociale, la partie accession à la propriété, c'est une offre que l'on développe avec et à côté des promoteurs ou en propre. Nous, on a une coopérative d'accession. Et le fin du fin, c'est quelqu'un qui a été dans son logement, qui s'y est installé, qui a ses habitudes, sa vie de quartier, qui souhaite devenir propriétaire, c'est de lui offrir la possibilité, effectivement, de lui vendre son logement qu'il a occupé, qu'il a entretenu, avec tout un dispositif sécurisé en cas d'accident demain de la vie, chômage, maladie, invalidité, où on s'engage à ne pas le rendre insolvable, hein, c'est notre rôle de bailleur social. Et c'est une opération qui a été remarquablement menée pour nous sur l'opération, ou un programme de villa individuelle, comme j'espère, une dizaine d'années peut-être à Manduel, on permettra à des locataires donc de devenir pleinement propriétaires de leur logement. Voilà. Alors on parle aussi beaucoup du PTZ, hein, voire du PTZ+. Alors je dis des trucs que je ne comprends pas forcément très bien. Prêt à taux zéro pour les primo-accédants. À Nîmes Métropole, vous avez une offre supplémentaire. On peut doubler la prime donnée à ces primo-accédants et qui leur permet aussi d'avoir de 3 000 €, ça ne paraît pas beaucoup, mais ça génère des prêts importants qui arrivent à financer pratiquement leur opération. Alors on dit que sur Nîmes, où on constate, les promoteurs immobiliers, que ce n'est pas forcément la ville, y compris au niveau régional, qui est la plus dynamique en matière d'offres de logements neufs, de logements à la vente neufs. Vous l'expliquez par toujours les problèmes d'inondabilité, les recours ou je ne sais quoi? Non, je peux. Et c'est évident que quand on construit, on a toujours trouvé qu'il y a des terrains à construire. C'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué et le PPARI qui est en train de nous présenter l'État maintenant et qui sera mis en place début de l'année prochaine paraît encore un peu plus contraignant, mais c'est comme ça, nous adapterons et il faudra faire avec. Après, je crois, vous savez, ce qui a aussi freiné, ça a été surtout les revenus. Hein. Je crois que si le bâtiment a pu tirer son épingle du jeu l'année dernière, ça a été la loi Cellier qui a permis de relancer beaucoup l'économie. Ça a permis aussi à des bailleurs sociaux de faire des parties pour du privé, et ça a été un bon point, parce qu'ils sont aussi, d'abord ça a permis de produire du logement,
Ça a permis à certains bailleurs sociaux de se rendre compte qu'ils pouvaient se tourner vers la VFA, qui est une opération intéressante. La VFA, vous dites? C'était voir en... La vente en état futur. Vente en état, voilà. C'est-à-dire vous achetez l'immeuble, un privé fait l'immeuble, il la revend en toi pour tous s'il le désire, et bon, alors que ça aurait pu être de l'accession de la propriété. Et ça, c'est important. Et je voudrais quand même dire un mot sur la société Urbis, parce que c'est urbain au niveau de quartiers en rue, c'est pas facile de faire rentrer dans ces quartiers les aménageurs privés. Et là, je dois dire que Urbis est venu, il nous fait une belle opération, et c'est important, si vous voulez, que le privé puisse rentrer pour faire de la mixité sociale dans les quartiers dits difficiles. Parce que le but, c'est de les rendre beaucoup moins difficiles. Et le schéma architectural et la qualité des gens et la mixité fait que tout ça y participe. Et on arrive à faire tout ça aussi. J'ai moins de recul avec la Sémigaire, la ville de Nîmes travaille. Et pour tous, et M. Giral, on travaille remarquablement bien et ils nous sortent de très belles opérations, quoi. Je crois, on cite toujours, moi je cite volontiers la rue Arnaviel par exemple, il y a quelques opérations qui sortent. Je vous défie en passant de dire que c'est du logement social. Hein, il y a de belles opérations. La résidence pour seniors de la rue Espérandieu. Et la rue et résidence vous avez livrée il n'y a pas longtemps, 2 ou 3 semaines. 17 logements, je crois, à peu près. Oui, 17 pour personnes à... Voilà. Très belle opération. Là, il y a vraiment une véritable évolution qui est la qualité du logement social. Et ça, je crois que c'est important. On ne refait pas du logement social. Ce n'est pas du logement de seconde zone. On ne refait pas Val-de-Gour. On ne refait pas Val-de-Gour. On ne refait pas des petites maisons où on tape dessus quand on tire la chasse, tout le monde en profite. Là, maintenant, c'est vraiment du BBC, il y a le confort maximal. Et je crois que vous avez raison de citer la résidence senior que vous avez livrée il y a 15 jours qu'on a visité. Il y avait qu'à voir le bonheur des gens qui sont dedans. Je crois que c'est tout simple. C'est tout simple. Marie-Louise Sabatier, une conclusion sur la politique de l'habitat, des innovations à venir, je ne sais pas si vous avez des infos. Nous avons un PLH qui est un carnet de bord en quelque sorte. Alors moi je souhaite que on arrive à se tenir aux objectifs qui ont été fixés, tant au niveau du nombre que de la qualité des logements qui vont être construits. Alors ça ne répondra peut-être pas aux attentes de l'État qui voudrait qu'à d'un coup de baguette magique, en 3 ans, on rattrape un retard ou de 50. Mais je crois que de toute façon, il faut que les choses se fassent aussi au rythme du temps, hein, parce que créer du logement, c'est aussi avoir des apports de population et que les populations, on ne fait pas venir 1000 personnes dans une commune de 6000 en 3 ans. Hein, c'est aller à l'échec. Donc si on veut que l'image du logement social évolue et si on veut avoir vraiment du logement social qui se fonde dans le pays. Donc on a un carnet de bord qui me semble être raisonnable, qui a été validé par l'État et j'espère qu'on se tiendra et ça fera avancer le logement social. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente, Monsieur le vice-président, messieurs. Merci pour cette première, hein, je le redis, les 2 bailleurs sociaux et le promoteur privé à côté. Il faudra peut-être le refaire, pourquoi pas, peut-être dans d'autres circonstances. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur ces problèmes complexes largement dans nos journaux, les journaux de TV Sud et puis dans d'autres émissions. C'était Forum. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt sur TV Sud.